Et on commence tout de suite avec la rubrique Autre Geekery qui, comme tu l'as dit, aura un numéro par mois à peu de choses près, sauf rares exceptions. C'est moi qui vais commencer avec Fire Emblem de Sacred Stones. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, je passe un temps fou dans le bus pour aller au travail. Donc, ce qui fait que j'ai beaucoup de temps pour lire et pour jouer à la Game Boy. Ça, c'est un jeu que j'avais acheté il y a un bon moment déjà et que je n'ai sorti qu'il y a quelques semaines, pardon. Et qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon. Je sais pas, Martin, est-ce que tu connais un peu la saga des Fire Emblem ou pas du tout? Je connais de nom et j'avais vu pas mal de vidéos de youtubeurs, faire pas mal de let's play à l'époque où, Three Houses sortait sur Switch, donc il y a quelques années maintenant, mais ouais, je sais que c'est un peu un monument du je crois que c'est un JRPG, il me semble, si je dis pas des bêtises? RPG au tour par tour. Très 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 cool. Bon, au niveau de l'histoire, même ça, c'est plutôt bien développé. Donc c'est un monde où tous les royaumes sont plus ou moins en guerre. Et vous contrôlez donc une princesse qui est en fuite et qui va essayer de rassembler une petite armée pour essayer de combattre les envahisseurs. Et rassembler une petite armée, c'est vraiment le cœur du jeu. Donc c'est-à-dire que dans ce jeu, vous allez vraiment essayer de récupérer les personnages un par un et pour essayer tout doucement de passer de 3 personnages à 5, à 8, à 11, à 12, à 15 et, euh, et ainsi développer des relations entre eux et trouver une alchimie entre chacun des personnages et leurs capacités. Et tout ceci en faisant attention à ne pas perdre de personnages parce que dans ce jeu, si vous perdez un personnage, c'est fini. Vous pouvez les soigner, par contre, s'ils tombent en combat, vous ne pouvez plus le ramener à la vie. Donc il faut vraiment faire attention. Donc j'ai un peu testé le jeu comme ça. J'ai tellement aimé que du coup j'ai tout de suite arrêté et je l'ai recommencé en difficile. C'est mon côté SM. Et du coup j'en bave, hein. Il est pas rare que je fasse qu'une seule mission durant tout un trajet d'une heure et demie, 2 heures de bus. Mais voilà, c'est chouette, c'est vraiment cool. Au niveau de la mécanique du jeu, ça ressemble à Final Fantasy Tactics, ou plutôt Final Fantasy Tactics ressemble à Fire Emblem, si on devrait être juste. Donc c'est une sorte de damier géant où, suivant les capacités des personnages, vous pouvez vous déplacer de 2 cases ou 5 cases, suivant s'il est sur un cheval ou pas, par exemple, ou s'il vole. Vous attaquez avec des lances, de la magie, des épées. Vous voyez également le panel de possibilités des adversaires, où est-ce qu'ils peuvent se déplacer, où est-ce qu'ils peuvent vous attaquer. Et en agissant de la sorte, donc, vous adaptez votre stratégie et vous essayez de remplir la condition de victoire, qui est d'éliminer tous les ennemis, de récupérer le trône à un endroit bien précis, de vaincre le boss, et j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, assez difficile, tout du moins dans le mode difficile, mais très jouissif. Moi qui suis très Command Conquer et ce genre de jeu un peu stratégique, j'aime beaucoup. Mad Max, c'est pas la première fois que je parle de l'univers de Mad Max, sur la chaîne. J'avais déjà parlé de Furiosa à l'époque où il était encore en salle et là, du coup, du coup, être replongé dans cet univers-là, ça m'a mis un peu l'envie d'y retourner, via le jeu que je trouve être un peu, il a pas trop mérité son sort, je trouve. Il a pas très, très bien marché. En même temps, à 2 semaines près, le nouveau Metal Gear Solid sortait en même temps. Donc bon, en termes de timing, c'était vraiment pas, il y avait mieux quoi, hein, globalement. Mais ouais, ce sort pas du tout mérité parce que alors c'est pas, un jeu qui, réinvente la roue, hein, loin de là. Heu, mais qui, est très, très cool car il arrive très bien à s'ajouter dans la mythologie Mad Max. Alors il y a le côté aussi que Mad Max, à chaque film, c'est jamais vraiment le même univers, bon sauf Fury Road et Furiosa, mais il y avait le côté à chaque fois c'est un peu une quasi-anthologie où c'est un peu limite, chaque histoire, c'est un peu comme, se raconter, l'histoire autour du feu et cetera et du coup chacun a sa propre version de Max et cetera. Du coup le jeu avait un peu un peu plus de souplesse, on va dire, dans adapter l'univers, mais dans tous les cas, ça fait absolument pas tâche dans la mythologie Mad Max. Et donc, comme je l'ai mis à l'écran, voilà, il y a un peu deux gameplays principaux quand tu es à pied.
où tu vas aller taper les gens. Et là, on est beaucoup sur du Arkham, donc carré pour attaquer, triangle pour contrer. On peut esquiver, on peut utiliser des armes de temps en temps. Enfin voilà, voilà, ça réinvente pas quoi que ce soit, mais ça le fait très bien. Il y a quelques ajouts par-ci par-là, c'est bien brutal. Les niveaux sont sympas, enfin l'ambiance est très cool, les niveaux sont bien. Enfin voilà, et en plus, Ah, je suppose que tu mets du je sais combat que à la alors Arkham, tu as oublié un R. J'avais pas compris tout de oh suite. là là, mais quand j'ai dit que les slides m'ont épuisé cette semaine, c'est que oh, hop là, le running gag. Parce que tu t'y connais mieux, je pense, en jeu vidéo que moi, donc je me suis dit, ah tiens, il y a un jeu qui s'appelle Akam. Non, non, pas du tout. Peut-être, non, non, c'est juste moi qui n'arrive pas à écrire français, ça arrive. Mais voilà, du coup, on remet le gag de je corrige une faute en plein milieu. Donc voilà, c'est très cool. Et puis après, l'autre gameplay, c'est quand tu es en bagnole, où là, c'est un peu plus original. Et ça arrive bien à maîtriser ben, un combat avec des voitures, hein, c'est un peu plus difficile à appréhender. Mais c'est très bien, tu peux pimper ta caisse comme dans Pimp My Ride, voilà, pour mieux foncer sur les ennemis, pour mieux te protéger, plus de boost, enfin voilà, t'as plein de trucs que tu peux personnaliser de l'apparence de ton véhicule. Enfin voilà, il y a un côté un peu Kekos, mais c'est pas mal, c'est sympa. Et voilà, il y a des explosions de partout. En termes d'ambiance, ça fait très Fury Road. C'est plus Fury Road que les anciens films. Surtout, bah voilà, le jeu il a été un peu développé un peu au même moment que Fury Road était en production. Et bah, George Miller était notamment impliqué dans le jeu, alors pas jusqu'à la fin, mais au tout début surtout, notamment avec Cory Barlog qui deviendra celui qui a reboot la saga God of War. Donc bon, voilà, il y avait des gros noms au moins au début du jeu et on sent quand même qu'il y a des éléments qu'on retrouvera notamment d'ailleurs dans Furiosa, comme Scrotus, etc. Donc c'est un jeu qui est fun, qui rentre bien dans la mythologie. Alors j'ai mis 240 heures parce que alors normalement le jeu peut être fait. Je pense qu'en 15-20 heures, si tu fais que l'histoire. En 40-50, si tu fais un peu le contenu secondaire. Et encore un peu plus si tu fais vraiment tout. Et j'ai tellement fait de fois le jeu qu'entre la version PS4 et PC, je suis à 240 heures. Voilà, donc je suis peut-être un peu addict à ce jeu. Je me le fais une fois toutes les 2 ans. Et non, mais c'est parce que tu as raison, Euh, un jeu, ça se fait à 100%. voilà, alors je le fais jamais vraiment 100% parce que le 100% est assez rébarbatif. Mais voilà, ouais, il me faut ma dose de temps en temps, une fois, ouais, tous les 2 ans. C'est pas trop mal, quoi. C'est à moi, je vais parler un petit peu comics quand même, ou tout du moins adaptation de comics avec Teenage Mutant Ninja Turtles. J'ai eu du mal avec la dernière saison, j'étais super motivé au début, mais c'est vrai que la dernière saison m'a un peu calmé. Du coup, je l'ai regardé au ralenti, les épisodes étaient enregistrés depuis une éternité. Mais voilà, il est temps du coup que je donne mon avis global sur la chose. Petite présentation générale, donc 5 saisons de 2012 à 2017, 124 épisodes. Donc, comme je l'ai dit, le troisième dessin animé autour des Tortues Ninja. Il y a beaucoup de choses à en dire. N'hésitez pas, si, si vous avez vu cette série animée, à nous dire ce que vous en avez pensé. Apparemment, Matt l'a vu. Donc, n'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé. Toi, Martin, t'as pu y jeter un petit coup d'œil à l'époque ou pas du tout? Ouais, alors un peu comme The Batman qu'on a évoqué la semaine dernière, j'ai vu pas mal d'épisodes à la télé, mais bon, c'était par-ci par-là, donc pas dans l'ordre chronologique. Ouais, On garde un plutôt bon souvenir, mais je suis pas un expert des Tortues Ninja. Peut-être que j'ai raté les mauvais épisodes, je sais pas, mais moi je trouve ça pas trop mal. ok. Alors moi, il faut savoir que cette série, je l'ai découverte vraiment. Je me demande si c'était pas à la Comic Con ou à la PC ou un truc comme ça. En tout cas, il y avait Kevin Eastman qui s'était pointé lors d'un panel TMNT pour faire la présentation de la série animée. C'est vrai qu'au tout début, j'avais un petit peu peur entre le générique qui fait très moderne, le design qui s'éloigne quand même pas mal de ce qu'on a l'habitude de voir, le, le changement de certains personnages, notamment April O'Neil. Mais finalement, j'en reste très satisfait. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon à retenir dans cette série? Alors, la première chose, même si effectivement au début ça m'avait mis un petit coup de frein, l'animation est l'un des points forts de la série au final. C'est assez bizarre de le dire, mais, euh, mais elle est bonne, elle est franchement bonne. Ou même l'imagination qu'il y a derrière la chorégraphie des combats, tout ça c'est quand même très bon.
les comédiens, que ce soit en VF ou en VO, parce que j'avais pu voir aussi quelques petites scènes en VO sur YouTube, euh, ils font le taf. Euh, Là-dessus, il y a vraiment rien à redire. Et ce qui est aussi très cool, c'est qu'il s'agit d'une adaptation donc fidèle. On retrouve plus ou moins l'esprit des comics, alors pas à 100%, puisque bah, vous le savez sans doute, les premiers comics étaient quand même vachement noirs, vachement sombres. On n'en est quand même pas à ce point-là. Mais je pense qu'on trouve un juste milieu entre ces comics-là et la série animée de 87, donc deux extrêmes, hein. On est à peu près au milieu. Ça reste très gentil, mais il y a quand même une part sombre dans l'animé, donc voilà, ça passe plutôt bien, même si, bien évidemment, il faut garder à l'esprit que ça reste tout public et que les enfants peuvent regarder, donc la part sombre reste une petite part sombre, mais elle est présente. On notera aussi des libertés, il y en a certaines qui sont bienvenues, d'autres un peu moins, donc c'est vrai que là, par exemple, il y a Bebop et Rocksteady, qui, il faut bien l'avouer, sont détestables dans cette série animée. Ils sont rigolos en fait, mais ouais, non, le côté disco du personnage, il m'a rendu fou plus d'une fois, mais voilà, c'est un détail. Ouais, le chat glace de Mikey, par exemple, Matt, ouais, ouais, absolument. Entre autres, ouais, ça montre un petit côté décalé, bon enfant, ça passe plutôt bien. Donc, c'est clairement une série que je conseille. La cinquième saison est un peu en dessous, mais au moins, elle a le mérite de proposer un récit construit avec un fil rouge souvent sur plusieurs épisodes, donc ça, c'est quand même chouette. Il n'est pas rare que certains épisodes vraiment se suivent les uns les autres, ce qui n'existait pas hein, dans le dessin animé de 87 par exemple. Et il y a l'adaptation de certains des meilleurs runs des TMNT. Donc on voit par exemple les tortues quitter New York pour aller s'exiler à la campagne. Ça, c'est présent dans les comics. Donc ça a été adapté ici, plutôt bien. Donc voilà, si vous cherchez un dessin animé, TMNT version 2012, ça peut être un bon petit choix. Et moi, de ce que j'ai vu, la plus récente des séries là, qui date d'il y a quelques années, celle qui est en 2D, apparemment est très très bien et elle a des moments d'animation assez dingues aussi. Donc je pense que ça fait aussi le bonheur des fans des tortues. Je le pense. Je ne suis pas un expert. Bah, alors, je sais qu'il y a une nouvelle série là qui est sortie, Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles. La VF arrive bientôt là, donc Hmm. j'espère que j'arriverai à les enregistrer, à me les procurer. Enfin, il faut voir s'ils sont diffusés. Je sais plus sur quelle chaîne ils sont diffusés. Je sais plus si c'est Nickelodeon qui a les droits en France. Mais en tout cas, la première saison est déjà sortie aux États-Unis, donc à voir quand elle sortira en France. Ouais. J'en parlerai si j'arrive. On enchaîne. Attends, je crois il y a toujours les deux caméras. Faudrait pas que Oh ça oui, bug. pardon. Ok, Donc non, visiblement, tu t'inquiète. enchaînes avec Crâne Euh, Rouge, Cyborg et La Femme euh, Invisible. Exactement. Ah, tiens, ça fait un bon classique. Ouais, bref. Euh, Côté série, pour ma part, j'ai fini donc la série Fallout, bon, qui est sortie quand même en avril, donc bon, je l'ai regardé quand même 3-4 mois après tout le monde. Mais voilà, j'y suis quand même arrivé. Au bout d'un moment, ça faisait bien longtemps que mes fichiers étaient sur mon ordinateur et je me suis enfin motivé à y aller. Et alors, j'en avais entendu des bons retours, mais c'est vrai que oui, la série est quand même globalement très très bien. Donc bien évidemment, Fallout adapté de la saga de jeux vidéo. Alors maintenant c'est Bethesda, mais je ne me souviens plus des développeurs de l'époque qui l'ont créé. Bon, bref, quand même une série qui à la base avait un succès quand même plus de niche chez les joueurs, et depuis Fallout 3 et Bethesda, ça a quand même pris en popularité. Et là on a notamment Jonathan Nolan, le frère de Christopher, qui est un peu au chapeautage de la série. Qui était notamment juste avant sur Westworld. Donc oui, il a toujours un peu, je pense, une fascination pour les mondes un peu, les mondes virtuels, les simulations, le jeu vidéo, etc. Et ouais, ce qu'il en ressort, c'est que c'est une bonne adaptation par deux critères que j'ai mis ici. D'abord sincère, parce que ça se sert pas de Fallout pour moquer Fallout. Alors
il y a des trucs qui sont risibles, mais ça reste un peu dans le ton de la série et ce que la série veut raconter. Et intelligente parce que ça se passe euh, à une autre période que dans les jeux, plus dans le futur, si je me trompe pas, avec des personnages quasiment tous inédits, même tous inédits, il me semble. Alors, je connais pas très très bien les jeux, donc je pourrais pas non plus être une référence là-dessus, mais il me semble qu'il y a très peu de liens en termes de personnages et d'histoires vraiment concrètes avec le reste des jeux. Et tant mieux, parce que du coup, bah, ils peuvent faire leur propre truc. Alors, ils avaient quand même certaines directives de Bethesda pour pas empiéter sur, par exemple, ce qu'ils pourraient faire potentiellement avec des jeux plus tard. Mais voilà, ça sent qu'il y a un vrai amour de cet univers-là, de ce look-là. On a envie de bien faire les choses. Là, j'ai mis les Power Armor à l'écran. Et alors, même si par moments elles sont en image de synthèse, il y a dans les moments où la caméra est rapprochée, où on voit les personnages bouger, etc., on voit que c'est une vraie armure qu'ils ont construite. Alors, probablement pas en métal, mais ils ont fait l'effort de la construire vraiment de manière réelle pour que des gens puissent être dedans. Et ben, ça rend l'univers beaucoup plus tangible. Et enfin voilà, c'est juste un exemple, et c'est peut-être un exemple symbolique du fait que voilà, ils font les choses comme il faut. Et la série, dans la série, pardon, on suit globalement trois arcs distincts avec trois personnages. Donc, alors en anglais c'est The Ghoul, mais je sais pas comment ils ont traduit Ghoul. Bah, la Ghoul, j'imagine, en français. En haut à gauche. En bas à gauche, on a Maximus, alors qui est dans l'armure parce qu'il fait partie de la confrérie de l'acier. Oui, la confrérie de l'acier. Et en bas à droite, on a Lucie qui habite dans l'abri numéro 33. Donc voilà, dans l'univers de Fallout, une guerre nucléaire a tout pété et il y a ceux qui ont pu survivre à la surface de manière assez dégueulasse. Et il y a aussi voilà, les riches et les privilégiés qui ont pu rester dans les abris. Il y en a une centaine, je crois. Et dans la série, on suit Lucie de l'abri 33 qui veut récupérer son père après que l'abri soit attaqué par des gens, etc. Et on suit ces trois personnages qui, mine de rien, ont quand même pas mal de choses en commun, notamment en termes de but, d'une manière ou d'une autre. Et les trois personnages sont très très cool. Parce que bon, par exemple, on a des points de vue différents. On a la Ghoul qui est complètement, qui a vécu à la surface depuis que les bombes sont tombées, donc il y a à peu près 200 ans. Complètement désabusé, violent, meurtrier, enfin voilà, ça se voit qu'il a vu pas mal de choses. On a complètement à l'opposé, on a Lucie qui a vécu dans un abri où tout est surprotégé, tout est beau, tout est mignon, donc très naïve et qu'on voit progressivement s'adapter à la surface et donc devenir un peu plus une dure à cuire, hein, voilà, s'endurcir pour survivre. Et on a Maximus, un peu un gars lambda qui se fait endoctriner par les diverses factions, donc ici la confrérie de l'acier, mais c'est pas la seule. Les diverses factions de ce monde-là, et à voir comment essayer de survivre où il y a d'autres formes de société qui commencent à se construire et comment on répète les erreurs du passé. Enfin bref, c'est très bien, c'est bien écrit, c'est bien joué. Il y a quelques twists sympas, c'est très très bien produit, ça a de la gueule. Les scènes d'action, de fusillade, etc. sont cool. La musique est bien, même s'il aurait pu être un peu mieux, surtout que c'est Ramin Djawadi à la musique. Donc, ouais, bon, ça reste quand même pas trop mal. J'attends la deuxième saison avec impatience. Et combien Ouais, c'est bien d'épisodes la pour Goul, ok, la première merci. saison, tu as dit? Je sais plus. 8, j'ai pas dit non, 8. 8. Ils peuvent être, ça va de 1h15 à 45 minutes en fonction des épisodes, mais voilà, c'est sympa. Il n'y a pas besoin de connaître les jeux pour. Tu connais les jeux, t'as des clins d'œil, mais t'as pas besoin de. Ça tient tout seul. Ok. Comme vous pouvez voir, il y a 3 films. Pourquoi? Parce que je me suis fixé comme règle de ne parler que de films que je viens de voir, on va dire. Déjà parce que c'est un peu frais, comme ça, mais aussi ça m'évite de parler tout de suite de tous mes films cultes et d'après de plus vraiment avoir de films qui m'ont marqué et que je pourrais vous présenter, vous dévoiler. Le problème, c'est que les 3 derniers films en question que j'ai vus, ouf, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'était dur. Donc je vous les ai mis là. Uncharted, bon, voilà, un bon divertissement, mais rien de plus. Alors par contre, qui est un chef-d'œuvre par contre par rapport aux deux autres. Delta Force, qui était long, mais long. Oh mon Dieu. Et la musique insupportable. La musique toutes les 5 minutes, c'était
à s'arracher les oreilles. C'était très compliqué. Euh, et j'ai rien contre les films des années 80, les films d'action des années 80. J'adore ça, hein. Mais t'as le bon chasseur, le mauvais chasseur. Voilà, t'as le bon film des années 80 et le mauvais film des années 80. Celui-là, j'ai eu un mal de chien. Je- j'ai pas aimé. J'ai commencé le 2 quand même. Je dois même faire du mal. Et le 2, bah, j'ai vu que les notes étaient moins bonnes et pourtant avec moi ça passe un peu mieux. Donc bon, en même temps, il y a Billy Drago dedans, ça aide. C'est vrai que c'est un acteur que j'aime beaucoup, assez secondaire mais que j'aime beaucoup. Et puis bah, Morbius, parce que bah, quand on lit beaucoup de comics, il faut dans l'idéal essayer de voir les adaptations, surtout quand on se dit spécialiste. Donc j'ai enfin vu Morbius, j'aurais pas dû, mais je l'ai enfin vu. Donc on va pas en parler de ces trois-là, je vous ai choisi un autre film quand même si je l'ai vu il y a un peu plus longtemps du coup. Voilà. Donc du coup je vais vous parler de Stan et Ollie. Pourquoi Parce que j'adore Laurel et Hardy. J'ai découvert ça, enfin mon père m'a fait découvrir ça lorsque j'étais enfant et de temps en temps je les regarde encore avec la belle-mère. Il y a quelqu'un qui veut regarder ça avec moi. Ou mon grand-père aussi quelquefois, mais en tout cas pas ma femme qui me regarde très bizarrement quand je regardais Laurel et Hardy. Et ce biopic Stan et Ollie est vraiment vraiment chouette. Donc au niveau de l'histoire, c'est ben, on traite en fait de la fin de vie plutôt des personnages. Alors pas dans le sens où ils ont un pied dans la tombe, même si on les voit quand même vieillissants et malades, mais disons plutôt en fin de carrière, lorsque leur carrière est quand même déjà en décas, et où même s'ils ont marqué l'univers du cinéma, ils sont obligés de continuer de faire leurs preuves pour essayer de survivre dans ce milieu en fait. Donc c'est vrai que c'est assez étrange de les voir galérer comme ça, alors que leur nom est déjà fait hein, techniquement. Et c'était super super intéressant. C'est pas forcément une facette des personnages que l'on connaît. On connaît bah, bien évidemment leur apogée, on connaît aussi souvent comment ça se termine. Donc Stan qui s'est marié, je sais plus, 10 fois, enfin 5 fois je crois, ou 4 fois. Et Oliver Hardy qui lui a dépensé toute sa fortune dans les courses de chevaux, les choses comme ça. Donc tout ça c'est assez connu et c'est plus ou moins mis en avant dans le film. Mais ce côté, ouais, fin de vie, où on a déjà été 1 million de fois au cinéma, mais il faut continuer de montrer qu'on existe, qu'on est là, c'est vrai que ça, c'est un peu plus rare, un peu plus méconnu. Et donc là, de voir ce point mis en avant, c'était vraiment, vraiment chouette. Les interprètes sont incroyables. Ils sont, mais ouf, vraiment. C'est vraiment. Bah, déjà, physiquement, je pense que vous les voyez. Le maquillage fait le taf. Ils sont vraiment, vraiment ressemblants. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Et au niveau de leur interprétation, de la reprise des mimiques, c'est vraiment du très, 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 très bon travail. On a vraiment l'impression de revoir Stan et Oliver pour notre plus grand plaisir. Donc ça, c'était vraiment chouette. Donc, à travers... Oh tiens, j'ai une slide qui a merdé. Bon, tant pis. Donc, à travers une histoire quand même touchante, super intéressante. Bon, plus bien évidemment si vous aimez Laurel et Hardy. Hein. Si vous n'aimez pas Laurel et Hardy, vous pouvez quand même trouver un intérêt sur ce film, mais il y en aura sans doute moins. Mais voilà, on n'en a pas beaucoup beaucoup parlé de ce film. J'ai même pas pu le voir au cinéma. J'ai dû attendre qu'il sorte en DVD. Du coup, là par contre j'ai sauté dessus. Il est derrière moi. Mais ouais, très 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 chouette. Je vous conseille. Tu aimes bien Laurel et Hardy? Ou tu me regardes comme un extraterrestre? Ou tu connais pas? Je connais pas suffisamment. Alors, Tu connais pas? je connais de nom, tu vois, mais j'ai pas autant j'ai regardé pas mal de Chaplin, mais autant ouais Laurel et Hardy, c'est un coin du cinéma classique que je n'ai pas encore exploré. C'est qu'il y a Buster Keaton aussi qu'il faudrait que je fasse. Bien sûr. Un jour peut-être. Pourquoi pas. Ferme pas de porte. Et les Laurel et Hardy, je sais pas s'ils sont tous, mais il y en a qui sont sur YouTube. Hein. De toute façon, on n'a plus vraiment le choix parce que bah, c'est vrai qu'Arte les diffusait quand même pas mal à une certaine époque. Il y avait des soirées Laurel et Hardy, là ça devient de plus en plus. Voilà. Aussi un des avantages du piratage hein, qui permet de conserver certaines œuvres inaccessibles autrement. Voilà, c'est Voilà, mais bien sûr, on ne conseille petite pas le parenthèse. piratage, n'est-ce pas, Martin? Non, mais Merci, Martin. Non, on va qui s'arrêter s'avère là, je pense parfois que c'est bien. Non, c'est bien comme réponse, Martin.
Il y a des trucs à nuancer. Bon, revenons à nos moutons. Moi, je vais vous parler du film qui m'a fait espérer que les 4 Fantastiques de Josh Trank allaient être bien. Chronicle, qui est sorti en 2012. Donc réalisé par Josh Trank, pardon. Écrit par Max Landis, qui a notamment écrit un peu de comics, mais ça a l'air d'être une personne assez détestable, donc on va pas plus en parler que ça. Euh, Chronicle, ça raconte l'histoire de 3 adolescents, 3 lycéens. Donc on a Andrew et Matt, cousins, et on a Steve, voilà, donc le Michael B. Jordan, qu'on voit le personnage du milieu dans l'affiche, qu'on retrouvera notamment d'ailleurs dans les 4 Fantastiques de Josh Trank en tant que la Torche humaine, voilà. Donc ça raconte l'histoire de ces 3 lycéens-là qui, lors d'une soirée, trouvent une espèce de roche bizarre sous terre. Et après avoir été en contact avec ce truc-là, ils développent des pouvoirs télékinésie, ils peuvent voler, ils peuvent se protéger. Enfin, c'est surtout la télékinésie, mais un peu adaptée à toutes les sauces pour pouvoir voler, pour se protéger, pour se devenir plus fort. Enfin voilà. Euh, Si j'ai dit que ça me faisait espérer que le film Les 4 Fantastiques, là, de la moitié des années de 2010 allait être bien, c'est parce que Chronicle, c'est très 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 cool. Ça avait en plus pas mal d'occasions de se casser la gueule, parce que déjà c'est un film en found footage. Alors toi qui aimes bien l'horreur, je pense que j'ai pas besoin de t'expliquer ce que c'est, mais voilà, c'est un personnage du un personnage du film qui filme lui-même. Donc du coup, la caméra devient partie prenante du récit, vu qu'elle existe aussi dans l'univers du film. Et c'est très très bien fait parce que le film peut se permettre d'avoir des plans beaucoup plus irréalistes parce que ben, les personnages peuvent contrôler les caméras par la télékinésie et du coup faire tourner autour des personnages. Enfin voilà, c'est bien amené. Quand les personnages tiennent pas les caméras dans certaines scènes d'action, ben, on switch vers des caméras de surveillance ou des caméras d'hôpitaux. Enfin voilà, le film ne lâche jamais cette règle. Elle s'y tient bien. Donc voilà, et puis il y a quelques idées de plans qui sont très très cool, etc. Euh, Et aussi, le film a été fait avec 12 millions de dollars, donc c'est vraiment pas beaucoup, surtout pour un film où il y a beaucoup de pouvoir, etc. Et ça s'en sort plutôt pas mal. Le film est intelligent dans ce qu'il veut montrer et dans ce qu'il veut pas montrer, justement pour éviter d'avoir à claquer trop d'argent. Donc voilà, une mise en scène plutôt intelligente. Euh, Il fallait pas rater dans ce film-là, c'était les personnages. Et pour le coup, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment, enfin, les lycéens agissent comme des lycéens et c'est très très cool. Dès dès qu'ils ont leur pouvoir, surtout notamment dès qu'ils peuvent voler, leur premier truc qu'on les voit faire, au bout de 3 minutes, c'est ben, aller jouer, enfin se balancer des ballons de football américain dans les airs. Enfin voilà, c'est des trucs, ça paraît évident, mais tous les films ne le font pas forcément. Surtout on a des films où des enfants ou des adolescents ont des pouvoirs. Et là, ouais, t'as vraiment le côté, ben, allons faire de la merde dans le parking du supermarché. Enfin voilà, voilà, les personnages sont très bien, sont très très cool. Et ça permet aussi quand tout part en couille, d'avoir vraiment, de regretter ce qui se passe parce que bon, ça, il y a quand même des trucs assez, intenses dans le film. Donc voilà, ouais, j'ai mis peu de moyens, beaucoup d'astuces. Voilà, le film, peut montrer de manière très explicite, les pouvoirs et après le fera un petit peu moins par la suite, mais vu qu'on a déjà établi, comment ça fonctionne, on se pose moins de questions et on a tendance à beaucoup moins critiquer, un peu les faiblesses, dues au budget. Donc voilà, ça contourne très bien le problème. Et si j'ai mis pertinent aux US, un peu moins ici, c'est parce que voilà, on a le personnage d'Andrew en haut à gauche qui a une vie très compliquée. Voilà, sa mère est malade et du coup il y a des problèmes pour payer les soins, etc. Son père est alcoolique. Enfin, voilà, c'est typiquement, c'est un peu cliché, mais Andrew en lui-même est plutôt bien. Il n'est pas non plus genre, il devient pas méchant parce qu'il veut être méchant ou quoi que ce soit. C'est plus une figure qu'on retrouve souvent notamment dans les tueries de masse dans les écoles aux États-Unis. Et donc il y a tout un parallèle avec ce film-là, avec quand un adolescent qui est mal dans sa peau, qui a une vie très compliquée et qui se retrouve avec un peu de pouvoir. Alors ici c'est par des super pouvoirs, mais voilà, il y a la comparaison avec les armes à feu. Voilà, tout le film est un peu là-dessus, donc c'est pour ça que j'ai dit que chez nous c'est un petit peu moins pertinent, surtout que quand bah, nous on a un système de sécurité sociale qui en général évite les situations de devoir gagner beaucoup d'argent pour se payer des soins.
mais on a quand même le côté de tragédie familiale qui quand même marche quand même. Donc voilà, globalement, j'aime beaucoup. J'aurais bien aimé qu'il y ait une suite, mais bon, vu les personnes impliquées dans la production et cetera, ça m'étonnerait que ça arrive. Il y a eu des projets qui étaient lancés, ça a été jamais abouti, donc je ne devrais que de me contenter de ce film-là qui est déjà très, très bien, donc voilà. Je le conseille. En plus, ça dure 1h20, 25, c'est vraiment pas très long, donc